À New York, ce n'était pas une séance ordinaire, c'était une confrontation écrite par l'histoire. Dans une salle tendue, sous les lumières froides et le regard perçant des caméras, le monde s'est de nouveau réuni autour d'un dossier que beaucoup croyaient clos, le Sahara occidental. Les visages sont fermés, les mots pesés, et même le silence devient un message. Autour de la table du Conseil de sécurité, ce n'est plus un simple débat diplomatique. C'est un test pour la justice internationale, pour la vérité, pour la dignité. D'un côté, l'Algérie, fidèle à sa ligne, calme mais ferme. Elle ne parle pas pour convaincre, elle parle pour rappeler que les principes existent encore. De l'autre, le Maroc, déterminé à faire croire que la page est tournée alors que le sable du désert continue de raconter une autre histoire. Entre Washington et Moscou, entre Paris et Pékin, les équilibres se redessinent. La Russie invoque la légitimité du droit international, tandis que les États-Unis, derrière un discours d'équilibre, jonglent entre intérêt et influence. En arrière-plan, des peuples attendent, des vérités étouffées respirent sous les dunes. Mais l'Algérie, elle, ne se bat pas pour dominer, elle se bat pour un principe, celui de la liberté et du droit des peuples à choisir leur destin. Dans les coulisses, les alliances se négocient, les pressions se multiplient, et pourtant, cette fois, quelque chose a changé. L'Algérie avance, non pas avec des slogans, mais avec des faits, des alliances, une légitimité reconnue. Le monde observe, l'histoire s'écrit, et l'Algérie de New York à toutes les capitales ne répond pas par des mots, mais par des positions. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir sur cet épisode oublié de notre histoire va complètement changer votre regard sur l'Algérie. Bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Et l'air y est particulièrement chargé ces jours-ci autour de la question du Sahara occidental. Ah oui, on sent que ce n'est pas juste une session de plus. Non, exactement. Ce n'est pas une session ordinaire. On sent bien qu'il a un enjeu qui dépasse un peu la routine diplomatique habituelle. C'est presque un face-à-face, oui, palpable entre Alger et Rabat. Et tout ça avec le poids de l'histoire, des décennies de conflits qui pèsent très lourdement dans la balance. Un face-à-face décisif, vous pensez? Ou est-ce que c'est pas encore une fois une scène un peu orchestrée dans ce drame géopolitique qui n'en finit pas? C'est une bonne question. Parce que soyons clairs, chaque mot prononcé là-bas, la moindre virgule d'une déclaration, même les silences, tout est disséqué, interprété. Derrière le vernis des positions officielles, il y a tout un jeu d'ombre, des stratégies à peine voilées. Le monde regarde New York, oui, mais qu'est-ce qu'on voit vraiment, au fond? L'atmosphère est électrique, oui, c'est le mot juste. Et il y a cette présence simultanée, assez notable, des États-Unis et de la Russie autour de la table. Ça donne à cette session une dynamique différente, peut-être moins prévisible. Oui, ça change la donne habituelle. Tout à fait. Maintenant, le fond du dossier, lui, il reste le même. D'un côté, Alger, qui défend bec et ongle le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. C'est inscrit dans les textes de l'ONU. Le principe fondamental. Voilà. Et de l'autre côté, Rabat, qui martèle que son plan d'autonomie est la seule issue, la seule voie, réaliste, pragmatique. Alors, si on regarde d'un peu plus près ses positions pour Alger, c'est une constance, presque historique. La défense du droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même. C'est présenté comme une position de principe, purement ancrée dans la Charte des Nations Unies, le processus de décolonisation. On se souvient de la phrase du président Tebboune. « Nous ne serons jamais plus sahraouis que les Sahraouis eux-mêmes ». Oui, une formule forte. Et l'argumentaire officiel insiste là-dessus. Pas d'ambition territoriale, pas d'intérêt économique direct, juste le respect du droit international. D'ailleurs, c'est une ligne qui est fortement appuyée par le mouvement des non-alignés, ils l'ont réaffirmé récemment. Une posture purement principielle, vraiment. Enfin, est-ce que c'est crédible dans l'arène de la géopolitique où, soyons honnêtes, chaque acteur calcule ses intérêts très précisément? C'est là que vous jouez l'avocate du diable. Mais peut-on sérieusement croire qu'il n'y a aucun intérêt, même secondaire, pour Alger, ne serait-ce qu'en termes d'influence régionale, de contrepoids face au Maroc, ou même pour maintenir un certain équilibre au Maghreb? Cette constance, elle est indéniable, d'accord, mais est-ce une force ou est-ce que ça ne devient pas une forme de rigidité qui risque de la déconnecter des fameuses réalités du terrain que d'autres invoquent sans cesse? On défend un principe, c'est beau, mais jusqu'où ignorer le jeu des forces? C'est vrai que l'autre côté du spectre, le Maroc, a une position tout aussi ferme, mais avec une ambiguïté, je trouve. Le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine est présenté comme la seule solution, réaliste, pragmatique. Voilà, les mots-clés sont là.
On a entendu le roi Mohamed VI parler d'une volonté de trouver une solution sans vainqueur ni vaincu. C'est une rhétorique d'apaisement. Mais quasiment dans le même temps, d'autres déclarations officielles, parfois au plus haut niveau, affirment que le dossier est déjà réglé, que la marocanité du Sahara, eh bien, elle n'est pas négociable, elle est définitive. Et voilà, c'est ça le nœud du problème dans leur communication. Sans vainqueur ni vaincu, mais en même temps, la partie est déjà gagnée pour nous. Comment on tient ce double discours ? C'est difficilement conciliable. Est-ce que c'est une stratégie à double détente ? D'un côté, un discours sympa pour la communauté internationale, pour les partenaires européens, américains, qui veulent la stabilité. Et de l'autre, sur le terrain, on continue la politique du fait accompli, on ancre la présence marocaine. C'est une lecture possible. Ou alors, faut-il y voir, comme certains le disent à voix basse, une sorte de lassitude après des décennies d'efforts diplomatiques, financiers énormes, une façon de chercher une sortie honorable qui sauve la face, tout en validant la situation actuelle. C'est une partition très complexe à jouer. Et ce qui complique encore les choses, c'est cette clarification qui semble venir du secrétariat général de l'ONU lui-même, en tout cas, c'est rapporté par plusieurs sources diplomatiques. Ah oui. Qu'est-ce qui se dit ? Il aurait été rappelé assez fermement que le Sahara occidental reste, pour l'ONU, une question de décolonisation. Ça relève du comité spécial chargé de l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Donc, pas une affaire intérieure marocaine, en clair. Exactement. Et juridiquement, ce rappel n'est pas anodin du tout. Pour les Sahraouis, pour Alger, c'est une bouffée d'oxygène juridique, une réaffirmation de la base légale de tout ça. Une clarification juridique, oui. Le droit international, c'est une chose, mais est-ce qu'il a toujours le dernier mot face aux intérêts, bien compris, des grandes puissances ? C'est toute la question. Est-ce que rappeler les principes suffit à faire bouger ceux qui pèsent vraiment au Conseil de sécurité ? On entend des bruits de couloir, des fuites, peut-être même orchestrées, qui sait, sur une possible note interne américaine. Ah, la fameuse note. Oui, une note qui apparemment pencherait assez nettement pour la thèse marocaine, suggérant même des moyens de la faire passer au sein de l'ONU. Alors, dans ce contexte, parler d'impartialité, ça devient un peu délicat. Washington souffle le chaud et le froid, non ? C'est exactement ça, le paradoxe américain. Le discours officiel, c'est l'équilibre, le soutien au processus de l'ONU mené par Staffan de Mistura. Mais derrière, en filigrane, on sent une attraction presque magnétique vers les intérêts économiques. Les phosphates, bien sûr. Les phosphates du Sahara occidental, évidemment, mais aussi le potentiel en énergie renouvelable, la position géostratégique. Il y a des analyses qui circulent, qui évoquent des projets d'investissement conjoints, américains, européens, main dans la main avec le Maroc dans ces territoires contestés. Une logique de solution gagnant-gagnant. Mais gagnant pour qui ? Voilà. Le risque est là. Une approche qui légitimerait le fait accompli marocain en oubliant au passage les résolutions de l'ONU et le droit à l'autodétermination. C'est un jeu qui tranche radicalement avec la position russe ou même chinoise dans une moindre mesure qui, elle, insiste sur le respect de la légalité internationale, peut-être aussi pour se démarquer de Washington. Et la France dans tout ça ? Ah, la France. Toujours cette position d'équilibriste. Elle prône la stabilité régionale. Un mot-clé qui, historiquement, a souvent signifié un soutien discret, mais constant, au Maroc. La fameuse stabilité régionale, l'argument massu, celui qui permet si souvent de justifier des arrangements qui font l'impasse sur la justice, sur le droit. C'est un classique de la réelle politique. Malheureusement. Mais n'est-ce pas le risque majeur ici que ce ballet des puissances avec leurs agendas cachés, leurs alliances, leurs intérêts économiques parfois divergents, finissent par paralyser toute tentative de solution basée sur les principes. L'ONU elle-même, même avec son envoyé personnel, se retrouve coincée là-dedans, essayant de naviguer entre des courants contraires très forts. Comment agir quand vos mandants les plus puissants jouent double jeu ? Et il faut vraiment insister sur cette dimension économique parce qu'elle est loin, très loin d'être secondaire. Les phosphates. Oui, le nerf de la guerre, quelque part. Le sous-sol du Sahara occidental en est bourré. On parle d'une des plus grandes réserves mondiales. C'est une ressource absolument stratégique essentielle pour les engrais, donc pour l'agriculture mondiale. Contrôler Boukra, le site d'extraction, et ce fameux tapis roulant qui amène le minerai jusqu'à la côte, c'est détenir une clé économique majeure. Il ne faut jamais sous-estimer ça dans les calculs diplomatiques.
Justement, allons au fond. Derrière les grands discours sur la décolonisation, la souveraineté, l'intégrité territoriale, est-ce qu'il ne faut pas voir aussi, et peut-être même surtout, une lutte beaucoup plus terre à terre pour le contrôle de ses ressources minéraux ? C'est une question directe. Est-ce que le destin d'un peuple, son droit à choisir son avenir, ne risque pas d'être, au final, sacrifié sur l'autel de la valeur marchande des minerais qu'il a sous les pieds ? C'est brutal, mais la question se pose. Ce serait naïf de nier l'influence de ses intérêts économiques, c'est certain. Les perspectives d'investissement américains, européens, en partenariat avec le Maroc, ça pèse, indéniablement. Et ça façonne certaines positions diplomatiques, même si ce n'est pas dit ouvertement. C'est un facteur puissant. Bien sûr. Mais, comme le soulignent certains analystes, se focaliser uniquement là-dessus, ça risque aussi de masquer la nature politique, historique, profonde du conflit, et finalement de le faire durer en ignorant les aspirations des Sahraouis. Oui, réduire ça à l'économie, c'est réducteur. C'est précisément là-dessus que l'Algérie essaie de marquer sa différence en répétant sans cesse qu'elle n'a aucun intérêt économique direct, que sa position est guidée uniquement par le droit. Et cet argumentaire gagne en crédibilité pour certains, justement face à l'évidence des enjeux matériels pour d'autres. Ce qui semble vraiment bouger un peu en ce moment, c'est une perception peut-être nouvelle d'un certain rééquilibrage au Conseil de sécurité. L'Algérie, qui, membre non permanent, est assez active. Oui, elle ne ménage pas ses efforts. Elle paraît marquer des points sur le plan diplomatique, son activisme en Afrique, son poids chez les non-alignés, et surtout la cohérence de son discours. Axé sur la légalité internationale, les résolutions de l'ONU, des résolutions que personne ne peut renier ouvertement, semblent trouver un écho plus grand. De plus en plus de pays, surtout dans le sud global, voient ce conflit comme un symbole fort de la décolonisation inachevée. Une question de principe qui dépasse le Maghreb. D'accord, des points marqués dans les salons feutrés de New York, c'est une chose, mais sur le terrain, au Sahara occidental même, la situation n'est-elle pas en fait largement verrouillée ? C'est le contrepoids essentiel. Le Maroc contrôle 80% du territoire, y compris les zones les plus riches, les villes principales comme Laayoune, Dakhla. Il y investit massivement depuis des décennies, développe les infrastructures, encourage les installations. Face à cette réalité physique, administrative, économique, quelle est la portée réelle de ces gains diplomatiques algériens ou sahraouis ? Est-ce que la diplomatie peut vraiment inverser une situation aussi ancrée sur le terrain ? N'est-ce pas là que la réelle politique reprend ses droits, brutalement ? C'est l'interrogation majeure, surtout à l'approche du renouvellement annuel du mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Le référendum qui n'a jamais eu lieu. Exactement, c'est toute l'ironie. Et la tension monte d'un cran. D'un côté, les soutiens du Maroc qui plaident pour adapter le mandat pour qu'il reflète la réalité du plan d'autonomie comme seule base de discussion sérieuse, ce qui reviendrait presque à entériner la situation. Une sorte de légalisation du fait accompli, via l'ONU. En quelque sorte. Et de l'autre côté, le Front Polisario, soutenu par Alger et d'autres, qui exige un retour au mandat d'origine, fixer un calendrier pour le référendum d'autodétermination. Et il dénonce toute tentative de légitimer ce qu'il voit comme une occupation. Les positions sont plus antagonistes que jamais, on dirait. On entend partout que le dossier entre dans une phase critique, une nouvelle étape, que rien n'est joué d'avance. Bon, est-ce que c'est un signe d'espoir réel, une vraie fenêtre d'opportunité pour enfin sortir de cette impasse de près de 50 ans ? Ce serait souhaitable. Et le risque d'un dérapage, il n'est pas nul. Ce qui est sûr, c'est que le statu quo semble de moins en moins tenable, et l'issue paraît moins écrite d'avance qu'elle ne l'a été pendant longtemps. Le centre de gravité de ce conflit, historique, pour l'instant en tout cas, il s'est déplacé. Il n'est plus seulement régional. Et ni à Rabat, ni même à Laayoune. Il est là, à New York, dans les couloirs et les salles de réunion du Conseil de sécurité. C'est là que se joue la prochaine manche, peut-être décisive. Tout le Maghreb, et bien au-delà, regarde ça avec une attention extrême, en retenant son souffle. On sent la possibilité d'un basculement. Même si personne ne peut dire quelle forme il prendra, ni quelles seront les conséquences. On parle beaucoup de la vérité, la vérité du droit, la vérité historique, qui attendrait son heure pour enfin triompher.
Mais en géopolitique, est-ce que la vérité n'est pas trop souvent une construction, une narration, celle que les puissants, par leurs choix, leurs alliances, leurs pressions, arrivent à imposer, à faire inscrire dans les faits et puis ensuite dans les livres d'histoire? C'est une vision assez cynique, mais réaliste peut-être. La question fondamentale qui se pose aujourd'hui à New York, ce n'est peut-être pas tant de savoir quelle est la vérité intrinsèque de ce conflit si complexe, mais plutôt quelle histoire va s'écrire cette fois-ci. Et surtout, aux dépens de qui